Alors voilà la partie restitution et maintenant je vais confier cette lourde tâche de pouvoir interroger les gens qui vont occuper ces fauteuils et ces divans. Donc je vais laisser à Yves Puget la lourde charge de les interroger, de leur faire expliquer tout ce qu'ils ont à partager avec vous avant que vous ne partiez ce soir. Voilà, Yves est directeur de la rédaction de LSA pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Merci Yves. Merci Véronique, je suis ravi d'être avec vous une nouvelle fois. Et je rajouterai, parce que dans la franchise, ça compte également de néo-restauration et de la revue du jouet. Et il y a beaucoup de franchisés dans la restauration et j'adore ce secteur également. Alors, Véronique l'a dit, je le répète, j'ai écouté certaines interventions ce matin. C'est vrai que vous avez très bien travaillé. Donc moi, je vais vous redemander d'applaudir tous ceux qui ont parlé ce matin, qui vont monter sur scène, parce que bravo à tout le monde, on peut les applaudir une nouvelle fois. Donc, 4 thèmes, 4 comptes rendus avec un vrai challenge et ils vont avoir la pression parce que vous ne le voyez pas, mais eux, ils vont le voir. Ils ont le chrono devant eux, 30 minutes chacun, pas plus. Et je ferai le monsieur loyal en évitant d'être méchant parce que je suis sûr que tout le monde va respecter le temps de parole. Et on va commencer par le premier thème, humain et culture réseau, renforcer la cohésion par le lien. Donc je vais demander à Lise Ferco-Duguet, Alexandre Chussot, on peut les applaudir, Franck Bertoulou, Olivier Mignot, Lionel Lefebvre et Olga Zakharova de me rejoindre. Merci à vous. Et je crois que c'est Alexandre Chussot qui va prendre la parole pour faire un premier compte-rendu et après j'aurai des questions pour tout le monde. Et alors le chrono, comme j'ai parlé du chrono, il n'est pas à l'heure, on ne va pas leur grappiller quand même, voilà, il remonte, parce que ce serait quand même, ce serait mesquin de commencer à 25 minutes. Eh bien c'est parti, merci beaucoup. On peut y aller, merci. Petit support de présentation, la régie? Non? Je le fais en freestyle? Alors je le fais en freestyle. Donc la thématique de notre atelier, c'était humain, culture, réseau, renforcer, merci, renforcer le lien par la confiance, donc un vaste programme. On a commencé dans un premier temps, je remonte. Ah, merci. On a commencé dans un premier temps à demander aux participants de faire une prise de pouls, une prise de température de la situation dans laquelle se situait leur réseau actuellement. Alors, hop, si je peux grossir, voilà. Du coup, on leur a posé la question suivante. Sur une échelle de 1 à 10, où situerez-vous, de manière assez empirique, le niveau de confiance dans votre réseau? De manière globale, sur une échelle de 1 à 10, on est plutôt dans le vert. Qu'est-ce qui justifierait cette notation? En gros, pour faire simple, il y a 2 grands contextes. Le premier, c'est la situation sectorielle en fait, de certains réseaux. Tout ce qui touche à la restauration, c'est peut-être plus compliqué que d'autres qui sont dans les travaux, par exemple, qui sont plus impactés par la conjoncture que d'autres. Et puis, il y a des réseaux qui vont très très bien parce qu'ils ont mis en place des organes de dialogue, qu'on va vous expliquer juste après, et qui ont mis en place des vraies structures, des vrais process de communication en interne entre la tête de réseau et leur réseau, qui leur permet en fait d'être un peu plus résilients. Si on rentre dans le vif du sujet, et je vais essayer d'être le plus concis et synthétique possible parce que les échanges ont été très très riches. Quand on parle de culture, c'est un vaste sujet en soi. Quand on parle de confiance, c'est un vrai sujet en soi. Et quand on parle de lien, c'est un vaste sujet en soi. Donc de quoi parle-t-on concrètement et qu'est-ce qui en est ressorti de nos ateliers? Premier point, la culture réseau et la posture du dirigeant. On s'est accordé sur qu'est-ce que c'était qu'une culture réseau, qu'est-ce qu'une culture d'une organisation, une culture d'une entreprise. Alors, évidemment, il y a plein de critères, tout ce qui est les valeurs, les symboles, les composantes, les rituels que peuvent constituer une culture d'un réseau. Mais là où on a eu un vrai consensus, c'était de dire qu'une culture réseau, c'était tout, mais sauf un simple exercice de communication sans lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui reste couché sur un papier qui a été travaillé en interne avec ou pas à l'aide de consultants externes et qu'on range dans un tiroir. C'est quelque chose qui doit s'incarner au quotidien, c'est quelque chose qu'on doit faire vivre. On a eu beaucoup de métaphores autour de la famille et du couple ce matin qui sont ressorties où on disait c'est comme dans la vie dans un couple. Une fois qu'on s'est marié, ce n'est qu'une étape dans la vie, ce n'est pas la fin en soi. La culture dans un réseau, c'est un petit peu pareil. Une fois qu'elle a été co-construite et partagée avec les parties prenantes, il s'agit de la faire vivre, de l'animer au quotidien.
Et là-dedans, il y a une personne qui est clé, c'est la posture du dirigeant. Et le dirigeant et sa posture, pardon. Alors, le dirigeant, là-dedans, évidemment, comme son nom l'indique, il dirige, c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui donne l'impulsion, et surtout, c'est lui qui va donner la direction. Et dans cette direction, c'est lui qui va incarner la culture du réseau, c'est lui qui doit être à la manœuvre, c'est lui qui doit donner les directives et qui doit impulser la démarche. Et puis surtout, il doit l'incarner. L'incarner, c'est quoi? On en parlera un petit peu plus tard avec mes collègues et mes confrères, mais il y a une logique d'exemplarité, il y a une logique de transparence, il y a une logique d'intégrité, il y a une logique de mettre le collectif avant l'individu, etc. Le deuxième point, c'est tout ce qui touche autour du leadership relationnel. Franck en dira 2 mots si je ne dis pas de bêtises. Le leadership, c'est bien, on n'est pas leader, on le devient. Et quand on est dans une logique de réseau, tête de réseau franchisé, il y a une notion de relation qui est fondamentale, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et le garant de cette relation dans le cadre d'une culture, c'est le dirigeant. On sait très bien que quand ça va bien, le dirigeant, il aime bien se mettre en avant. Quand ça va moins bien ou moins fort, il aime bien se mettre en retrait. On verra un petit peu derrière les tenants et les aboutissants, notamment par rapport à sa capacité à faire front dans la tempête, à ne pas se cacher derrière son petit bois ou à faire l'autruche. Troisième et dernière partie de l'atelier, on a interrogé nos participants en fait sur de l'opérationnel, après une partie un peu plus théorique, sur comment activer concrètement la culture et donc du coup renforcer la cohésion du réseau entre la tête, le réseau et le franchisé, et même entre les franchisés entre eux. Là-dessus, alors vous allez voir, il n'y a pas forcément de grandes nouveautés, je pense, par contre, sur les outils en tant que tels. Par contre, c'est la manière dont on va les articuler, la méthode qu'on va mettre en place, qui vont en fait permettre d'avoir du succès et de la réussite. Le premier point, c'est l'animateur réseau. Je ne vous présente pas le profil d'un animateur réseau. Là, ici, ce qui est hyper important, c'est qu'on entend beaucoup digitalisation des process, on entend beaucoup un agent IA va remplacer l'animateur réseau, etc., etc. En gros, on est en train de condamner dans les échanges, les débats, les idées actuelles, l'animateur réseau. Nous, on pense au contraire que l'animateur réseau, plus que jamais, ce sera une des clés de la réussite de ce type de projet. Pourquoi? Parce qu'il est le garant de la proximité physique sur le terrain entre la tête de réseau et ses franchisés. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, on parle beaucoup d'humain dans cet atelier, et puis la personnalisation de l'accompagnement, la capacité que va avoir l'animateur du réseau à prendre le temps de comprendre et de connaître son franchisé, d'échanger, de discuter, de comprendre sa personnalité, ses motivations, etc. C'est un élément très très concret sur lequel il faut que l'animateur réseau travaille pour ensuite faire remonter ça à la tête de réseau et du coup renforcer le lien. L'IA ne fera pas ça, le digital, quels que soient les outils, les process, ne feront jamais ça. Cette empathie qu'on va rechercher avec l'animateur de réseau, personne au niveau du digital pourra faire mieux. Le deuxième point, c'est la convention et les séminaires. Le grand moment festif attendu et tant attendu par les franchisés. Là-dessus, en fait, il n'est pas question de le remettre en cause, loin de là, mais par contre, il faut revoir un petit peu les habitudes qu'on constate, nous, sur le terrain, sur la manière dont ils sont articulés. C'est un moment de cohésion et d'écoute, ça c'est clair et net. Par contre, il faut que ça soit plus renforcé et que cette dimension de dialogue, de partage et d'écoute et d'informations réciproques soit moins descendant, soit beaucoup plus co-construit, co-partagé. Ce n'est pas qu'une plénière pendant une demi-journée, puis quelques activités de team building, puis une grosse soirée le jour 1, et qu'on répète ça pendant 2, 3, 4 jours en fonction de la nature de l'événement. C'est également la construction du contenu même de la convention qui doit être en lien avec les valeurs et la culture réseau et surtout le contexte business. On nous a remonté des éléments, alors ça paraît un peu incroyable, mais bon, c'est du bon sens. Il y a des réseaux qui envoient leurs franchisés dans un contexte business tendu et compliqué dans des hôtels 5 étoiles. Alors d'un côté, on dit que ça ne va pas fort, on dit qu'économiquement, il y a un petit peu de tension sur la rentabilité des franchisés, mais on va leur demander d'aller dans un hôtel 5 étoiles. Ou on leur demande de faire des activités qui sont un petit peu contre nature par rapport aux valeurs du réseau. Par exemple, on peut prôner des valeurs comme l'authenticité, la proximité, etc. Et en fait, les activités proposées, ça va être de la réalité virtuelle ou des choses extrêmement digitales, désincarnées et froides. Bon, voilà. Dernier point, la communication interne. Là, pour le coup, on parle vraiment interne au réseau, entre la tête de réseau et les franchisés. C'est une question plus de posture que d'outils.
je pense que tout un tas de réseaux ont pu mettre en place des intranets, des newsletters, des groupes WhatsApp plus ou moins officiels, etc. etc. Par contre, la transparence, le dialogue et la pédagogie, ça ne passe pas par l'outil, ça passe par l'humain, ça passe par la posture qu'on a, la manière dont on a de conduire le réseau. Et puis le dernier point, c'est le côté collaboratus versus descendant. On a eu des échanges autour des commissions et du nouveau rôle des commissions. Aujourd'hui, si je vous parle de commission achat, commission marketing, commission produit, par exemple, je pense que ça parle à tout le monde. Par contre, on se posait la question de savoir si c'était encore des thématiques qui étaient légitimes et sur lesquelles on pouvait attendre un retour positif de la part des franchisés. S'ils rejoignent un réseau de franchise, c'est que ce sont des thématiques qui peuvent leur parler, mais sur lesquelles ils ne se sentent pas forcément légitimes en compétences par rapport à leur profil, leur expérience passée. Et du coup, ils attendent cet input de la part de la tête de réseau. Qu'on leur demande leur avis, oui, non, pourquoi pas, très bien, mais qu'on leur demande d'amener du fond, c'est peut-être des choses sur lesquelles on va pouvoir les mettre en difficulté et du coup créer des frustrations. Et à la fin, l'écueil qu'on peut voir, je vous donne un exemple, c'est commission marketing, on va présenter la nouvelle campagne de communication. Et puis, on va recueillir les avis des franchisés. Et puis, à la fin, on va dire, non, mais en fait, ils ont dit n'importe quoi. Du coup, 49.3, on ne va pas les écouter. On va faire ce qu'on a dit tel qu'on l'avait dit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, soit ils tapent à côté, soit ils n'ont pas un regard commercial, soit ils n'ont pas d'avis tout court. Bon, ça arrive. Donc, l'idée ici de la communication interne, c'est vraiment de changer plutôt de posture et d'animation et de méthodologie plutôt que de remettre en cause les outils qui ont été mis en place. J'en ai terminé. Est-ce que j'étais dans le timing ? On verra, il reste 20 minutes, mais je pense que c'est bon. Merci. Puis vous m'avez donné une idée, je crois qu'en conférence de rédaction, j'utiliserai le 49.3 aussi, de temps en temps. Ça me paraît une très bonne idée. Je vous dirai si ça marche. Merci en tout cas Alexandre. Je vais commencer avec une question pour Franck Bertoulou. Donc la conjoncture est compliquée, la période est marquée par un certain nombre de stress économiques notamment. Donc quels sont selon vous les signaux d'alerte qui doivent alerter un franchiseur sur l'état de santé relationnel de son réseau ? Les signaux d'alerte. Alors, bonjour à tous. Typiquement, on a le réflexe de se dire que le repli défensif silencieux des franchisés peut être un premier signal. En fait, moins de participation aux conventions du réseau, moins d'interaction au sein du réseau, ce qui traduit une stratégie de préservation énergétique, appelons un chat, face à la menace perçue. Je voudrais vous sensibiliser, vous, franchiseurs, et je sais qu'il y a des franchisés aussi dans la salle, sur de l'auto-évaluation des signaux, en fait, parce que les signaux, ils ne sont pas forcément dehors, ils peuvent être aussi chez vous, à savoir détecter un surinvestissement compensatoire. Je m'explique. Une surcommunication. On va faire du WhatsApp à tout va, on va démultiplier les actions, et puis finalement, on rentre dans un mécanisme de défense face à une anxiété qui est latente. J'en veux pour preuve la discussion d'hier soir où le climat était un peu lourd dans les discussions, pour autant très, très riche. Et le cerveau en stress chronique va compenser par l'hyperactivité. Donc vous avez capacité les uns les autres à détecter les choses. On peut aussi constater chez vous et chez vos franchisés une rigidification du discours, c'est-à-dire qu'au lieu de dire comment pourrions-nous faire les choses ensemble, on va dire vous devez ou tu dois et puis advienne que pourra. Et on passe en mode survie plutôt finalement qu'en mode accompagnement d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, vous l'avez compris. Et puis finalement s'installe ce qu'on appelle une polarisation relationnelle, à savoir que le nous contre eux, que ça soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, n'est autre qu'une réponse tribale, archaïque au stress, qui va davantage fragmenter que fédérer. Cogitum. Une autre question, comment jongler finalement entre une vision forte et le culte de la personnalité ? C'est vrai dans le domaine de la franchise, je pense que c'est vrai dans tous les domaines d'entreprise. Donc finalement, comment fédérer autour d'une marque plutôt que d'une personne ? Vaste sujet. Alors, limite de la philo, vous avez 4 heures. Non, là, vous avez pas 4 heures. Alors, faut pas me brancher philo parce que je peux y aller. Mais Alexandre l'a dit, en fait, ce qui ressortait des ateliers ce matin, c'est le franchiseur peut être très clairement, en tout cas, doit être au rendez-vous du leadership relationnel. Nous autres, êtres humains, nous n'existons que par la relation. Nous sommes des êtres relationnels. Et donc, très clairement, par rapport à ça, il est impossible pour un franchiseur de comprendre un comportement sans tenir compte de ce qui se joue dans la relation. On peut avoir un franchisé qui a une très bonne relation avec son animateur réseau
et une relation plus difficile avec le directeur du réseau ou le directeur de l'enseigne. Le franchisé va être aussi en quête d'autonomie et d'autodétermination. Et dans ces temps un peu incertains, on a une tendance finalement à vouloir remettre du process, remettre du contrôle. Et typiquement, tout système de contrôle excessif va tuer l'engagement intrinsèque du franchisé et va le démotiver. Donc là aussi, cogitum sur la manière dont vous mettez en place des choses pour pouvoir assurer ce leadership relationnel. Et dernier point peut-être le plus important, c'est que tous autant qu'on est ici présents, nous avons besoin de reconnaissance. S'il y a un manque de reconnaissance, typiquement, il n'y a plus de carburant vital chez vos franchisés comme dans vos équipes tête de réseau. Donc ça peut générer du coup ce manque de reconnaissance, des comportements dysfonctionnels qui sont prévisibles, notamment des conflits, des jeux psychologiques et puis du désengagement pur et simple, qu'il est important de prendre en compte. Donc amusez-vous peut-être à ne pas simplement féliciter les bons résultats, mais peut-être les efforts qui tendent vers la performance pour pouvoir être au rendez-vous de la reconnaissance et en effet de ce leadership relationnel qui doit faire partie de la boîte à outils, on va dire, du franchiseur. Merci Franck. Alors Olivier Mignot, quels sont les principaux leviers pour recréer de la confiance? Comment faire? Aujourd'hui, c'est compliqué. Dans la confiance dans un réseau, il faut comprendre que le monde anxiogène qu'on vit fait que les dirigeants sont épuisés. Il y a une fatigue des dirigeants, il y a du stress, et que quand on est dans cette situation-là, il y a deux éléments, c'est qu'on saute au centre, l'intérêt individuel prend un pas sur le collectif, et qu'on peut être sur un sentiment de colère. Donc il y a un point qui est extrêmement important dans une région de crise, c'est de réapprendre à se parler, de se dire les choses simplement, et la notion de la parole est extrêmement importante. Très souvent, on voit de la colère s'exprimer. On peut la voir de façon négative en disant qu'elle est injuste, qu'elle n'est pas fondée, parce qu'en tant que franchiseur, on a mis en œuvre tout son possible pour agir. Mais cette colère, on peut la voir de façon positive et dire qu'elle exprime un attachement extrêmement fort à la marque. Et que c'est une autre façon de voir les choses. Et dans la situation de conflit, très souvent, on traite les choses de façon rationnelle. On apporte des solutions rationnelles. Mais non, ce n'est pas la crise, on marche mieux que les autres, etc. Alors que la colère, c'est de l'irrationnel. Donc le conseil numéro 1, c'est ne traitez pas de façon rationnelle de l'émotion. C'est un grand, ça ne marche pas et ça fait des ruptures de dialogue. La perte de confiance, est-ce qu'on peut parler de fatalité? Moi, je ne crois pas du tout. Dans un réseau, on peut très vite passer du très positif au très négatif. L'être vivant est un être vivant, c'est un être complexe, et qu'aujourd'hui, nous, on a vu des situations où c'était la fin du monde, et en moins d'un an, ça devenait extrêmement positif. Et c'était devenu extrêmement positif parce qu'on a remis le sujet sur la table, en se parlant des vrais sujets, en mettant les problématiques et en discutant des sujets de fond. C'est un sujet, hein, l'environnement il est tendu, on navigue par vent de face, il ne faut pas se voiler la face pour ne pas avoir de faux discours, et il faut apprendre à se parler avec bon sens. Et notamment, il y a un sujet critique qui va être évoqué sur la répartition de la valeur en fonction de qui prend le risque. Dans le bon sens, il faut dire oui, il faut répartir la valeur, mais avant de la répartir, il faut en créer. Il faut réaffirmer ses business models, se dire voilà, dans notre système, quelle est la valeur concrète pour le franchiseur, pour le franchisé, pour nos clients. Moi, j'ai une conviction que c'est des discussions de bon sens qu'on perd un peu et on va sur des sujets techniques alors qu'avant de traiter, il faut traiter la cause de la cause. Et avant de parler de la répartition de valeur, il faut parler création de valeur. Et on a un sujet dans beaucoup d'entités, c'est comment on crée de la valeur pour nos entreprises. Moi, je pense qu'il faut un franchiseur fort, il faut un franchisé fort et il faut des clients satisfaits. Merci Olivier. Alexandre Chussot, vous décrivez la culture réseau comme un phare dans la tempête. Comment un dirigeant peut-il faire vivre cette culture au quotidien, au-delà des mots bien évidemment, et des campagnes de communication interne et externe? Je l'ai un petit peu expliqué dans la restitution. On va commencer par les ne pas. Ne pas faire l'autruche, ne pas être auto-centré, Olivier vient d'en dire deux mots. Affronter la réalité telle qu'elle est, ne pas se cacher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur la posture, c'est vraiment de la transparence, de la sincérité, de l'honnêteté et de l'exemplarité.
Je reprends l'exemple d'une convention, par exemple. Il ne s'agirait pas pour le dirigeant d'organiser une convention, on va dire, frugale, et puis à un moment donné, pendant la convention, d'aller s'envoyer en l'air en boîte de nuit et de flamber, quoi. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais personnellement, je l'ai déjà vu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on est aligné avec un cadre de valeurs, comme on l'a expliqué dans le cas de la restitution, le plus dur, c'est de tenir la ligne, c'est d'être discipliné, et c'est de ne pas céder aux sirènes du court terme. Pas mal d'échanges ce matin sur le développement de franchisés, où on disait parce qu'on est sous pression économique, parce qu'on doit afficher des chiffres de croissance ou de développement réseau, on tombe trop facilement dans l'erreur de casting, parce que il faut faire de la croissance, il faut faire du résultat, il faut faire du business, mais le profil ne cadre pas forcément avec la culture du réseau. Et le dirigeant, qui est forcément le meilleur commercial, le meilleur développeur de sa boîte, a une responsabilité là-dessus. Donc j'aurais dit en synthèse, discipline, exemplarité et transparence. Alors Lise, on va parler des conventions et séminaires. J'ai envie de dire que vous souhaitez finalement qu'on sorte du conventionnel des conventions. Mais comment en sortir? Comment en faire un temps fort et fédérateur? Alors, c'est pas que je souhaite, c'est que c'est indispensable. 80% des personnes, des franchisés, retiendront la convention, quelque chose de la convention, si cette convention a été dynamique et intéressante pour eux. Autre chiffre très intéressant, 40% des personnes dans une plénière sont sur les réseaux sociaux pendant que vous parlez. Donc là, il y en a 40%. Et au bout de 20 minutes, il y a 55% des gens qui sont sur les réseaux sociaux plutôt que d'écouter. Donc, on est sur quelque chose où il faut du rythme, du rythme, du rythme. C'est la seule solution. Nous, on a mis en place une remise de prix. Très clairement, c'était 2 heures de remise de prix. Donc, c'était un vrai pari parce que 2 heures de remise de prix, quand vous voyez ce que ça donne au niveau... déjà, quand il y a une demi-heure de remise de prix, tout le monde s'ennuie. Au bout d'un moment, 2 heures, c'était... Et au bout de 2 heures, personne n'avait vu le temps passer. Pourquoi? Parce que c'était rythmé. Il y avait de la musique, il y avait des personnes qui venaient intervenir très peu de temps. Voilà, c'est toute la convention désormais. Les plénières doivent être faites avec vraiment un très grand rythme. En revanche, pendant la convention, on ne met pas 15 000 activités dans tous les sens pour vos franchisés. Il faut leur laisser du temps de se parler, de se rencontrer et de pouvoir profiter, notamment si vous partez dans un lieu très beau ou à l'étranger, pouvoir profiter aussi du lieu. Autre élément très important, une convention est réussie aussi si elle plaît aux franchisés. N'oubliez pas que le franchiseur ne doit pas faire une convention qui lui plaît lui, mais qui va plaire aux personnes aux franchisés qui sont là et qui veulent retenir des points importants. Aligner des chiffres dans une convention, ça ne sert à rien. 3 chiffres très importants sont suffisants. C'est la seule chose que les gens retiendront. Vous alignez des chiffres, des tableaux, ils ne retiendront rien et ça sera fini. Donc on est vraiment... c'est un moment très fort dans un réseau. C'est pratiquement le seul moment, parfois il y en a 2 dans l'année, mais pratiquement le seul moment où ils se retrouvent vraiment tous ensemble. Donc il faut vraiment que que ça développe encore plus leur sentiment d'appartenance au réseau et qu'ils soient très heureux de faire partie de ce réseau, qu'ils repartent vraiment dans le positif. Quelques mots, parce que si on ne parle pas d'IA, on a raté un sujet. Aujourd'hui, il faut forcément parler d'IA. Quel est le rôle de l'animateur de réseau demain avec la montée en puissance de l'IA? Alors, tu en as un petit peu parlé, Alexandre, tout à l'heure. L'IA est un outil, comme on a eu plein d'autres outils à d'autres moments. Donc, l'IA est un outil. Il ne remplace en rien l'animateur. Il est au contraire un facilitateur pour lui, puisqu'il va l'aider à mettre en place justement des outils plus rapides, des comptes rendus plus rapides. Et lui, ça va lui permettre d'être complètement dans la relation humaine avec le franchisé, une relation extrêmement personnalisée. Alors Olga, en quoi une association des franchisés serait-elle un interlocuteur et un partenaire différent des organes institutionnels, tels que les commissions et les comités instaurés par le franchiseur?
Alors, je vais essayer de faire vite vu qu'on est dans le rouge et pour que Lionel puisse répondre aussi à une des questions. On a beaucoup parlé de confiance lors de nos ateliers. La confiance, c'est le pierre angulaire de la franchise. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est un des rares contrats qui peut être rompu pour la perte de confiance entre les parties. Donc, d'où la nécessité de cultiver et maintenir cette confiance de manière permanente. Et on a beaucoup parlé lors de ces ateliers de la nécessité de dialogue entre le franchiseur et les franchisés pour que cette confiance règne. Les instances de dialogue, il y a eu des innovations qui nous ont surpris positivement lors des échanges dans l'atelier. Vraiment, il y a une créativité chez les franchiseurs et les jeunes franchiseurs qui doivent être salués. Mais institutionnellement et traditionnellement, il existe de grandes parties d'instances de dialogue. Ce sont des comités et commissions instaurés par le franchiseur et les associations des franchisés qui sont créées par les franchisés. Les comités et les commissions sont instaurés à l'initiative du franchiseur sur les sujets déterminés par le franchiseur et sont animés par le franchiseur et souvent ils sont formés par le franchiseur selon la méthode qu'il détermine. Soit c'est lui qui choisit les franchisés représentants, soit dans certains réseaux ils sont élus par leur pairs par région ou nationalement, mais en fonction des personnes qui postulent pour ces participations et en fonction de leurs compétences sectorielles. Donc, si c'est les achats, IT, communication, que sais-je, ce sont des compétences qui sont déterminées par l'objet de la commission. Et en fait, dans ces commissions-là, les interventions des franchisés ils sont limitées à l'ordre du jour et les sujets déterminés. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de dialogue parce que soit il n'est pas à l'ordre du jour de la commission, ce dialogue-là, soit si les sujets sont abordés, ils ne sont pas rapportés par les membres de commission parce que certains craignent de reporter aux franchiseurs les remontées du terrain par peur d'être mal vus ou être considérés comme un troublion. Et un autre point, c'est qu'à la suite des commissions, il n'y a pas de retour vers le réseau franchisé parce que les membres de commission franchisés, ils n'ont pas d'outils de communication avec le reste du réseau. Et donc, en fait, ce dialogue-là, ce n'est pas vraiment il est extrêmement limité et pas toujours efficace. Les associations des franchisés elles sont créées à l'initiative des franchisés eux-mêmes avec un mandat électif de l'ensemble des franchisés sur tous les sujets transversaux qui les préoccupent dans le fonctionnement du réseau. Certains franchiseurs, ils ont tort de considérer que l'association des franchisés, c'est la création d'un contre-pouvoir. Parce que, certes, le dialogue et l'instauration du dialogue avec le franchiseur, c'est un des sujets essentiels de l'association, mais ce n'est pas le seul sujet. Et les associations participent à la cohésion et le bon fonctionnement du réseau aussi parce que c'est un espace de discussion entre les franchisés sur les sujets qui ne relèvent pas du savoir-faire du franchiseur, mais qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de leur commerce. Et les associations des franchisés, de la même manière, ils peuvent être représentants de la profession dans les différentes organisations syndicales telles que SNAR, la Confédération nationale des métiers automobiles, etc. Et défendre en tant qu'association collectivement les intérêts de la profession. Et en fait, c'est un organe qui est beaucoup plus complet et plus... il devrait être consensuel, mais malheureusement, il y a des crises, il y a des sujets de discorde, mais c'est de l'opposition que naît la plus belle des harmonies. Donc, pour moi, l'association et les comités et les commissions créées par le franchiseur sont complémentaires, ils n'ont pas la même fonction
et ils participent de la même manière à la cohésion et bon fonctionnement du réseau. Merci Olga, merci beaucoup. On va passer la parole à Lionel sur l'implication forte du dirigeant dans la gestion. Est-ce que c'est un obstacle à la cession du réseau ? Bonjour. Alors effectivement, on a abordé cette thématique de la participation intense du dirigeant qui doit conduire finalement le réseau à se déployer dans toutes ses composantes. Et lorsqu'on a abordé ce sujet lors de la préparation de l'atelier, je me suis dit attention, moi je vois tout de suite un aspect juridique en tant qu'avocat, c'est qu'une implication très forte du dirigeant ne peut-elle pas conduire finalement à un moment ou à un autre à un frein à la cession du réseau lorsque le dirigeant sait de se retirer. Et donc là, on touche à une conception juridique, c'est ce qu'on appelle l'intuitu personné. Alors, on a été rassuré en 2024 par la Cour de cassation. On sait que l'intuitu personné, juridiquement, on peut ne pas le faire remonter à l'égard du franchiseur et il est souvent attaché à la personne du franchisé. Mais une implication très forte en pratique du dirigeant peut conduire, non pas une sorte d'intuitu personné hors juridique, mais en tout cas à mener à des difficultés lors de la cession ou de la retrait du dirigeant. Donc, si le dirigeant, lui, doit porter son réseau, il doit malgré tout le porter dans une certaine mesure pour ne pas justement empêcher demain cette cession qui serait embêtante pour lui au moment où il souhaite se retirer. Et la dernière question, comment le contrat de franchise peut-il devenir un outil de confiance, de la confiance ? Alors, lors de l'atelier, j'ai employé cette expression. Vous savez que le juridique, c'est un petit peu le serpent froid de la confiance. On a affaire à des obligations sur un contrat, est-ce qu'elles sont respectées, oui, non, et les juges, lorsqu'on a affaire à eux, ils s'intéressent qu'à cet élément-là, est-ce que le contrat a été respecté ? Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, le contrat de franchise, c'est un outil de la confiance parce que c'est lui qui va déterminer finalement le contenu des obligations réciproques. Mais pour ça, pour qu'il y ait une confiance entre les parties, il faut que le contrat soit intelligible et clair. Et souvent, et je vous assure, c'est vraiment très fréquent, les candidats, lorsqu'ils viennent recevoir un DIP, ils ne le comprennent pas. Et ils posent des questions à leurs franchiseurs, et leurs franchiseurs ne sont même pas capables de répondre correctement aux questions de leurs candidats parce qu'eux-mêmes n'ont pas bien compris leur contrat. Donc je pense que l'une des clés de la confiance, c'est simplement de rédiger des outils contractuels qui soient clairs et intelligibles pour toutes les parties. Déjà, si on en est là, ça permettra à tout le monde de comprendre là où il doit aller et surtout de pouvoir respecter correctement ses obligations. Parce que bien souvent, il peut y avoir des ambiguïtés pour les franchisés, de savoir est-ce qu'ils sont dans les clous, oui ou non, par rapport à des clauses qui ne sont pas très claires. Et selon l'interprétation divergente des parties, ça peut faire naître des contentieux et aboutir à une perte de confiance. Donc voilà, je plaide pour la clarté et l'intelligibilité des contrats. Ils sont impressionnants, ils terminent à 0,2, 0,1. Merci beaucoup en tout cas. Moi, juste, je retiens quand même Lionel, parce qu'il a été dit que pour un séminaire, il faut toujours retenir quelque chose. Je viendrai vous voir pour savoir si un rédacteur en chef qui est fortement impliqué, c'est un obstacle ou pas. Mais ce n'est pas à vendre. Merci à vous.